C'est l'histoire d'un bateau fantôme. Un vaisseau disparu dans l'archipel des Glénans et dans les profondeurs du temps, dont les seules traces visibles sont 4 ancres abandonnées en pleine tempête. Deux siècles et demi après le naufrage, le destin de l'Espérance fait toujours rêver les passionnés d'archéologie sous-marine. Thierry, ce matin, va aller faire du magnétomètre sur cette zone-là. Les deux autres semi-rigides vont travailler ici, chacun réciproquement sur chaque point centré sur les zones d'anomalie. On a ici une première zone qui va être faite aujourd'hui et les points relevés ont été ici. Philippe Bodenès est le directeur des opérations sur le chantier de l'Espérance. Avec lui, ils sont une quinzaine engagés dans cette aventure. Tous bénévoles, ils font partie de la Société d'archéologie et de mémoire maritime. Ils sont mécaniciens, historiens, électroniciens, mais surtout plongeurs de très haut niveau. On a commencé par la pédagogie, puis au bout d'une quinzaine d'années d'enseignement, on s'est aperçu que on avait fait un peu le tour. Et puis un jour, on rencontre un chantier archéo auquel on participe, comme on est allé faire un peu de spéléo sous-marine, des choses comme ça, et puis on s'aperçoit que c'est passionnant. Et à ce moment-là, on a mis le doigt dedans, on est fichu, quoi, c'est fini. Hein. L'objectif de ce chantier est de localiser l'épave de l'Espérance, coulée en 1751 au retour des Indes, les cales chargées d'étoffes et d'épices. Les seuls indices dont disposent pour l'instant les plongeurs, ce sont les 4 ancres, trouvées par hasard au sud de l'archipel. Si l'épave se trouve dans ce site-là, c'est un très bon milieu. À la fois de conservation parce que c'est un sable très fin, c'est un milieu très pauvre en oxygène et on aura de bons espoirs de trouver du matériel de qualité. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Bon, la position est assez sympathique aussi parce qu'on est protégé par l'île. Si vraiment c'est là, ce sera un beau chantier. C'est dans la rade de l'Orient, berceau de la Compagnie des Indes, que tout a commencé. Le dernier voyage de l'Espérance, mais aussi la longue quête des archéologues. Alors, c'est tout naturellement que Philippe et Claude, les historiens de l'équipe, se rendent à la citadelle de Port-Louis, témoin de cet âge d'or du commerce maritime. C'est là que l'Espérance aurait dû arriver, si le destin ne s'en était pas mêlé. Au musée de la Compagnie des Indes, on attend beaucoup de cette campagne de fouilles. C'est une opération qui est passionnante déjà parce que finalement on a assez peu de documents, je dirais, de toute nature sur cette Compagnie des Indes et très très peu sur les bateaux. On a sur les 60 bateaux qui ont naufragé de la seconde Compagnie des Indes, il y en a eu 11 qui ont naufragé en France. Donc qui fait partie de ces bateaux naufragés qui sont à proximité, je dirais, et qui peuvent révéler des informations importantes. À quelques encablures de Port-Louis, l'enquête se poursuit au service historique de la défense de l'Orient, avec une véritable plongée dans les profondeurs des archives. Qu'est-ce que tu as là ? Joseph Simon dit un travail de fourmi pour Philippe Bodenès, accompagné par Jean-Yves Leland, grand spécialiste de l'histoire de la Compagnie des Indes. Donc, alors, le premier, c'est Guillaume Toquet. C'est un matelot. C'est le maître de chaloupe. Donc là, on a tout le rôle d'équipage. Il commence forcément par les officiers Le majors. rôle d'équipage est un document précieux qui recense les quelques 300 personnes embarquées. Autant de témoins potentiels du drame pour Philippe et Jean-Yves. On doit s'approcher. Là, il rentre. Regarde. Alors, Guillaume. Voilà. Mais Guillaume, il est là. Super. Donc ça correspond bien. Le 4 janvier 1750, l'Espérance quitte Chandernagor, les cales pleines, pour un voyage d'1 an et demi. À l'approche des côtes bretonnes,
Une violente tempête l'oblige à s'abriter sous l'archipel des Glénans. La mer se déchaîne. 4 ancres sont mouillées, mais elles cassent toutes l'une après l'autre. L'Espérance dérive dangereusement vers la côte. Nous avons gouverné pendant la nuit au sud-est et à jour, ayant sondé, nous avons trouvé 60 brasses. Donc, ce qui voudrait dire que le bateau est bien plus loin ici. Voilà, on est à peu près là. Je fais de l'est au sud-est. Ok. Le vaisseau longe les Glénans et la nuit avant le naufrage, il sait que le temps est très mauvais, que les roches sont très proches et il va vouloir mouiller. Il le décrit très bien. Il le décrit même instant après instant, puisqu'il va nous dire premier ancre, deuxième ancre, troisième ancre, quatrième ancre, et on va avoir comme ça l'ensemble des informations. Il n'y a pas de position exacte, et lui, il va décrire un environnement. Il va nous dire, dans ce cas présent, qu'il est à une portée de boucanier. Alors évidemment, il faut se renseigner ensuite et essayer de trouver quelle était une portée de tir de boucanier pour pouvoir se dire que telle roche est environ à telle distance d'un tel tir. Eh bien, on a une zone probable où il a attendu sur ses ancres que la tempête passe. Sur la base de ces indices, l'équipe de plongeurs a pu enfin délimiter une première zone de recherche dans l'archipel. On met à l'eau le magnétomètre, un concentré d'électronique capable de détecter la présence de métaux anciens, même recouverts d'une épaisse couche de sédiments. Pendant des jours, il va falloir ratisser la zone en tractant ce petit catamaran jaune et son poisson pilote. Un travail à l'aveugle, dont le résultat n'est pas garanti. Chaque signal envoyé par le magnétomètre déclenche une nouvelle plongée. Il faut alors sonder, vérifier les données. Et puis il faut creuser. Creuser avant que le sable ne reprenne ses droits, comme il l'a fait depuis plus de 2 siècles avec l'Espérance. Les plongées s'enchaînent à un rythme de plus en plus soutenu, mais l'épave ne se livre toujours pas. Inlassablement, le magnétomètre continue de ratisser la zone. Au bout de 10 jours de navigation, il aura parcouru plus de 200 km dans les eaux de l'archipel. Au bout de l'effort, il y a peut-être une vraie découverte, donc on va continuer. Et pas question qu'on laisse tomber. On a encore beaucoup de choses à faire sur cette zone-là, puisque elle correspond, la profondeur sur laquelle on travaille correspond exactement au tirant d'eau du bateau. On a un tirant d'eau de 5,60 m et là, on était à 5,20 m, 5,10 m à basse mer, donc on y est complètement, quoi. Ça correspond exactement à... C'est probablement une zone comme celle-là. Est-ce que c'est celle-là? On n'en sait rien pour le moment, mais c'est probablement une zone comme celle-là sur laquelle est venu s'échouer le vaisseau, quoi. Combien il y avait d'hommes à bord? 216. Il n'a pas eu un seul noyé comme ça, non? Tu les retrouves dans Alors, pour faire un bon couscous traditionnel, il faut du couscous et du traditionnel. T'as 3 parts, L'objectif pour une équipe comme la SAM, c'est travailler ensemble, plonger ensemble, être en mer ensemble et trouver ou non, c'est pas si important que ça. C'est vrai que c'est formidable quand on y arrive, quand on n'y arrive pas, c'est pas non plus très grave. Après une saison entière de recherche, l'Espérance n'est toujours pas localisée. Et c'est aux archives de Brest que Philippe trouvera finalement la pièce manquante. Une lettre écrite après le naufrage, qui contredit le récit du capitaine. Un témoignage en particulier a attiré l'attention de Philippe. Celui d'un officier, passager de l'Espérance, qui contient une information capitale sur les conditions météo le jour du naufrage.
Voilà, vous avez vu, il déclare donc qu'il y avait un certain nombre de personnes, 150 hommes d'équipage, 50 passagers. Et il mentionne ici quelque chose de très très intéressant, c'est qu'il met le temps de brume, les vents sud et sud-sud-est. Donc ça me permet maintenant de changer l'hypothèse de l'échouage qui jusqu'à présent était plutôt situé sur le sud-sud-est. On peut peut-être envisager qu'il soit rentré dans les îles parce que ces vents-là sont favorables, si vous voulez. Comme on travaille uniquement avec des choses factuelles, on ne peut pas faire quelque chose si on n'a pas une preuve. Et là, j'ai une preuve. Donc ça justifie la possibilité de retourner au Glénan, de remonter une opération avec une zone légèrement décalée. C'est-à-dire que plutôt que de rester sur la pointe sud, cette fois, on peut rentrer dans les îles. Cette révélation relance l'espoir de localiser l'épave. L'équipe reprend à zéro les recherches dans la nouvelle zone. Au bout de quelques jours, le magnétomètre finit par se réveiller. Alors là, on a quelque chose de très intéressant. C'est pile poil à même moment, au même endroit. Bon bah, on va se concentrer là. Hein. En plus, ça semble assez logique comme passe. Cette fois-ci, les données sont claires et prometteuses. Il était temps. C'est le dernier jour du chantier. C'est sur cette position qu'on a eu le plus d'échos magnétométriques et pour nous c'est un endroit de recherche évident. Si on avait commencé l'année dernière bien plus au sud, on n'a eu aucun signe magnétométrique de présence du bateau, alors que là on a une série d'échos qui pourraient correspondre au naufrage. Il ne reste plus qu'à attendre l'analyse des données le soir même pour que soient confirmés les espoirs de l'équipe. Et là, du positif. Donc ça, c'est hyper intéressant. Sur toutes les acquisitions qu'on a faites depuis le début de l'opération, on n'a jamais eu des valeurs qui étaient si propres que ça. Là, il y a vraiment un truc qui est très intéressant. C'est clair. Oh, je peux dire qu'à mon avis, c'est au moins 3 ampères maximum. Laissez tourner maintenant sur les. Ah oui, merci. Ce que l'on fête ce soir, ce n'est pas la découverte d'un trésor. C'est juste la certitude d'avoir exhumé l'histoire d'un vaisseau englouti par l'oubli. Mais c'est aussi pour les plongeurs l'espérance d'un nouveau chantier prometteur. Mais ça, c'est une autre histoire.